Il est fait Compostelle à un moment où c'était tellement pas populaire, c'était pratiquement inconnu, qu'on n'en revenait pas, qu'on devait le toucher pour réaliser que, wow, il y a vraiment un pèlerin sur le chemin. Salut les passionnés, ici est Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Bienvenue à notre rando rencontre avec notre invité aujourd'hui, Charles Desbois. C'est son pseudonyme, et c'est bien correct, on aime ça comme ça. Charles, il va nous parler de 1986. C'est l'année qu'il a fait Compostelle. Et à cette époque-là, finalement, Charlie Desbois, pardon, et à cette époque-là, il n'y a personne. Jusqu'à la fin des années 80, début 90, où là, ça a recommencé à avoir un certain intérêt, parce que le pape a fait des JMJ, des Journées mondiales de la jeunesse, au début des années 90, fin 80, début 90. Et ensuite, il y a eu des fouilles archéologiques. Puis là, tout à coup, oups! On a eu un nouveau souffle finalement de Compostelle. Lui, c'est en 1986. Il nous raconte son histoire. C'est dès que j'ai vu ça passer sur Facebook, je me dis il fallait absolument que je parle avec quelqu'un qui l'a vécu à l'époque et qui l'a revécu après. Puis évidemment, il y a une grande différence. Alors, on va parler avec Charlie Desbois de son aventure avec comme invité aujourd'hui. Donc, bienvenue. En ce lundi, midi 15, que vous regardez peut-être en direct sur le profil Pascal Auger sur Facebook ou encore en rediffusion sur la page, sur le profil Facebook ou même sur la chaîne YouTube, voilà. Et puis également sur différentes radios, CKVL dans le Grand Sud-Ouest de Montréal, CILE Havre-Saint-Pierre, CKCJ Lebel-sur-Quévillon, CJTB Tête à la Baleine, et puis Allô la planète, la web radio diffusée à partir de France, partout à travers la planète, donc évidemment, comme le dit son nom. On échange sur la randonnée, on vous donne de l'information, des idées, de l'inspiration. C'est ça, nos randos rencontres qu'on vous offre à chaque semaine. Et on parle de différents sujets. Entre autres, cette semaine, dans mes diffusions pendant la semaine, si vous me suivez sur les médias sociaux, à mon profil, Pascal Auger. Vous pouvez également me suivre sur la page Québec-Compostelle ou encore sur le groupe Chemin du Québec. Je parlais des 5 essentiels qu'on a besoin dans la vie, hein? Comme premier essentiel, ce qu'on a besoin, c'est évidemment de respirer. On ne respire pas, on ne restera pas vivant très très longtemps. Autre essentiel de la vie, on a besoin de dormir. Si on ne dort pas, on tombe à terre, puis on va dormir automatiquement. C'est automatique, hein? Respirer puis dormir, c'est assez automatique. Bien, également, se nourrir. Hein? Je veux dire, si on a besoin de se nourrir, de manger, de boire, sinon on va avoir un problème dans notre corps. Il va nous le dire assez vite, puis si on se nourrit, on a besoin d'éliminer. En voilà 4. 5e, on a besoin de bouger également. Mais comme les 4 premiers sont assez clairs, sont assez directs, si on ne le fait pas, ben on meurt tout de suite ou encore on a des problèmes. Hein? Quand on a faim, ça va crier fort. Bouger, c'est plus subtil. Bouger, ça ne nous le dit pas directement, mais en même temps, ça nous le dit, mais on n'écoute pas. Ah, je n'ai pas le temps, je ferai ça plus tard. Ah, j'ai un petit problème ici, je vais aller voir le médecin, je vais prendre des petites pilules. C'est ça qui arrive avec bouger, mais pourtant, bouger est tout aussi important que respirer, dormir, se nourrir ou encore éliminer. C'est juste qu'on ne le fait pas puis on ne le rentre pas dans notre journée. On mange 3 repas par jour, ben on devrait bouger quand même dans notre journée, prendre une marche, faire du sport, etc. Alors, voilà ce qui faisait le sujet de l'une de mes diffusions pendant la semaine. Alors, on va bouger pendant les prochaines minutes. Oui, ça n'a pas l'air de ça. On a l'air bien installé, peu importe ce que vous êtes en train de faire pendant que vous regardez ceci sur votre téléphone, votre tablette, votre portable, votre ordinateur, votre téléphone intelligent, peu importe. Bienvenue à notre rando rencontre. On va bouger ensemble avec Québec-Compostelle. On s'en va dans le sud de la France parler avec Charlie Desbois. C'est son pseudonyme, je le respecte et j'aime bien ça. C'est un beau pseudonyme. Bien installé avec les palmiers, c'est un peu des paysans, un petit peu de nous qui sommes plus avec des sapins, etc. Je te souhaite la bienvenue, Charlie. Bienvenue à notre rando rencontre. Merci beaucoup à toi de m'accueillir. Est-ce que tu es déjà venu au Québec?
Eh bien, écoute, non, malheureusement, j'ai fréquenté évidemment en marchant sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle et dans ma vie personnelle et affective des gens du Québec, mais pas du tout, non, j'ai pas eu cette chance-là. OK, parfait. On aura peut-être un jour le plaisir de se Ah rencontrer oui, ça au serait bien Québec. sympathique, oui. Écoute, la raison majeure pour laquelle on se parle, c'est parce que récemment, je pense que c'est récent, tu as démarré une nouvelle page Oui, sur la rando, puis là, j'ai essayé de faire le lien, c'était écrit Compostelle 86, je me disais, est-ce qu'il l'a fait en 86, est-ce qu'il est né en 86 et tout? Écoutez, t'as fait plusieurs chemins de Compostelle, comme tu me disais en pré-entrevue, tu as fait beaucoup t'as eu la piqûre et c'est bien. Mais surtout, tu as fait Compostelle en 86. mais oui, Avant qu'on. Écoute, non, mais vraiment, ça m'excite vraiment beaucoup de fois parler. Avant que tu me ouais, c'est parles de extraordinaire. ça, avant que tu me parles de ça, là, j'ai mis l'eau à la bouche un peu, en appétit pour tout le monde. Décris-nous, c'est qui Charles Debois exactement? D'où il vient? Qu'est-ce qu'il fait? Ben, Charlie Desbois, c'est un gars qui aime l'aventure avant tout, et donc toute sa vie, elle est un petit peu basée là-dessus, avec voilà, avec des cycles, avec des périodes, des moments très différents, qui ont pu être très urbains, avec de la musique, avec le milieu musical toulousain, les Zebda, et si vous connaissez tout ça, je sais pas chez vous, mais bon, beaucoup de musique, et puis des périodes de grande campagne, et puis l'aventure, et puis voilà, puis donc un amoureux de la nature depuis toujours. J'ai eu la chance, étant lycéen, on va en reparler, puisque 86, c'est aussi ça qui m'a mis sur les voies de Compostelle. J'ai eu la chance d'avoir mon professeur de biologie qui est un grand pyrénéiste qui s'appelait Georges Véron, qui est malheureusement décédé de nos jours, mais qui est un grand pyrénéiste et qui a écrit donc en 85 le premier guide du renouveau, on va dire, du chemin de Compostelle. C'était mon prof qui m'a amené beaucoup en montagne. Et voilà, c'est ce qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. Donc après, moi, je suis aussi un littéraire. Voilà, j'ai un écriveur, je dirais, plus qu'un écrivain. Bon, j'écris pas mal, et puis de la poésie, et puis je fais de la musique, et puis voilà, c'est la vie, quoi. Belle Voilà qui présentation. suis-je. Merci, merci beaucoup. Puis tu m'as attiré un petit peu sur quelque chose. Je sais pas si je fais fausse route. Tu as dit Zebda. C'est pas le groupe qui avait le succès de Tomber la chemise, ça? Mais tout à fait, tout à fait. OK. C'est bien ça, quelle culture, quelle culture. Oui, ben je pense que c'est le succès ici. Je sais pas si Zebda Oui, ouais, ouais, fait encore des spectacles, fait ouais, encore de la musique en France, mais ici, ouais, c'était le ouais, tout à succès fait. il y a presque une vingtaine d'années, finalement. Tout à fait, oui, oui, il continue, le groupe a continué à tourner, puis les deux, enfin il y avait plusieurs leaders, il y avait les deux qui sautaient partout là, tomber la chemise, c'était Mousse et Hakim qui continuent en solo, et puis voilà, ça a été Écoute, des déjà, super tu personnes. m'allumes parce que Zebda tombé la chemise. Si je me trompe pas, c'était mon premier voyage hors du Québec à l'international, qui était mon voyage Ouais. de noces à l'époque et qui était en France. Alors, tu me ramènes de beaux souvenirs, même si le mariage n'a pas duré. Tu me ramènes quand même de... Ça arrive, c'est l'aventurier. Eh oui, Ben qu'est-ce voilà, qui se passe? l'aventure dans tous ses Eh oui, niveaux, ça fantastique. fait. Écoute, dans les dernières années, tu as fait le chemin portugais, je sais plus trop d'où tu es parti, mais c'est pas grave, le Norté, etc., Alouette. Au départ, tu es un marcheur aussi de montagne et tout. Ouais. Tu as fait, mais vraiment le cœur de notre discussion, là, je veux vraiment que tu me parles de ça, Mhm. de 86. Avant de parler de Compostelle en 86, dis-moi comment, tu l'as effleuré un petit peu, je pense, dans l'ouverture, comment tu t'es retrouvé à découvrir, parce que surtout en 86, Compostelle, C'est ça. personne ne connaissait ça. Comment tu t'es retrouvé dans le monde de la rando, premièrement, de la marche? J'ai toujours marché avec mon père, étant môme, en montagne, même si quand t'es ado, ça te fait chier, on va dire ça comme ça, mais j'ai toujours aimé ça finalement. Et puis, donc voilà, prof de biolo, Georges Véron qui m'a amené le week-end avec un groupe, et mon père notamment, Frangin aussi, qui nous a amenés en montagne, faire pas mal de Pyrénées, et puis voilà, donc la rando, ça a toujours été quelque chose qui me passionnait, la nature, je suis un amoureux de la nature. Quand j'étais minot, j'avais un club de découverte des petites bêtes, les vivariums, les aquariums, l'élevage des têtards, tout ça. Et donc voilà, on fait beaucoup de rando avec ce grand homme. Et puis je m'en détache un peu parce que je pars faire mes études à Toulouse. Et par un autre concours de circonstances, il y a un copain de l'époque, Thierry Guilabert, qui me dit, bah écoute, moi je suis bien envie de faire les chemins de Compostelle. Et puis il se trouve que voilà, Georges Véron a fait un bouquin dessus. Qui était sorti l'année d'avant. Et moi, je dis, c'est quoi cette histoire de Compostelle? Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est marcher 850 km en Espagne, d'une traite. Voilà, je dis extraordinaire. On y va. Bon, voilà. On y va, on avait 20 ans. Hein.
Et on se lance là-dedans, et puis quelle aventure, oui, effectivement, à ce moment-là. Ouais. Mais en Ceux qui ont 86 fait- aussi, il n'y avait pas beaucoup de gens, puis j'imagine qu'il y avait une connotation un petit peu plus religieuse ou c'était vraiment neutre parce qu'on était entre les deux? Je veux dire, qu'est-ce que tu en connaissais de Ouais, Compostelle à l'époque? bah disons que bon, je sais pas. Alors déjà, nous, notre motivation, elle n'était pas religieuse, elle était plus spirituelle, mais une spiritualité, moi, je l'appelle immanente, c'est-à-dire vraiment la spiritualité des choses de la vie, de la nature, des odeurs, du matin, de la nuit, des étoiles. Voilà, ça, c'était notre trip. On avait beaucoup lu Lanza del Vasto, voilà, un grand aussi philosophe qui nous mettait sur les voies un petit peu du nomadisme. On aimait bien Kerouac, voilà, ce type de personnage, les clochards célestes et tout ça. Et donc, ça nous plaisait bien de partir, mais on est vraiment parti à la route, comme on dirait, avec une tente, nos baskets, pas de préparation physique, et puis pas d'argent non plus, hein, à l'époque, on avait 20 ans, et donc on est parti. L'idée, c'était de dormir dehors, dormir chez les prêtres, dormir sous la tente. Et voilà, on s'est lancé dans cette petite aventure-là, et c'était bien sympa. Ouais. OK, donc vous partez en 86, vous aviez prévu faire le chemin au complet à partir de Eh oui, eh oui. Saint-Jean-Pied-de-Port, mais ça a un petit peu changé. Mais peut-être qu'on peut aller là. Pourquoi vous avez arrêté? Bah, c'était, je pense, l'histoire de la préparation, mal équipé en termes de chaussures, mal équipé en termes de chapeau. C'était début juillet, il faisait extrêmement chaud. Voilà, quand on a commencé à aborder les terrains très arides de la Navarre, on s'est retrouvé très vite en insolation, tout simplement, manque d'eau. Je me rappelle très bien être arrivé là à Sirinuela. Il y avait encore une fontaine à l'époque au village. Voilà, d'avoir tombé 3 ou 4 bouteilles d'eau parce qu'on était à court d'eau depuis 3 4 heures de marche au soleil, pas d'ombre, pas préparé bien quoi. Donc insolation, fièvre, machin, et donc on est obligé d'arrêter malheureusement. Donc vous êtes Et le copain lui a refait l'année d'après en 87, donc du coup il a fini le chemin Thierry. Moi j'ai attendu 2013, hein, pour finir cette belle épopée, mais bon. Mais il y a un sacré changement, effectivement, entre les deux périodes, tout à fait. Écoute, on a encore à peu près une dizaine de minutes. On va essayer de passer à travers. J'ai tellement de Ouais, questions qui me viennent. Tu le fais en 86, j'ai hâte d'en savoir davantage, mais ça te pris, wow, jusqu'en 2013 avant que ouais. tu continues. C'est comme, OK. Donc, finalement, en gros, vous êtes embarqué là-dedans, un peu comme on dit chez nous, tout croche et en amateur, là, vraiment, là. Tout à Hein? fait, oui, oui, oui. Tout à fait, on était mieux préparé quelques années plus tard, mais oui, vraiment en amateur et mal préparé même dans notre tête. Moi, j'avais ma copine qui me manquait à l'époque, bon, 20 ans, romantique. Voilà, et tout ça a fait qu'on n'a pas été jusqu'au bout, mais c'était une sacrée belle aventure. Faut Mais imaginer quand même qu'à l'époque, il y avait pas vraiment beaucoup de balisage. Voilà, c'était moi le bouquin dont on servait, c'était un topo guide, c'est-à-dire un topo guide de montagne, c'est-à-dire tourner à droite quand vous voyez la croix, prenez au sud-ouest. Ça n'a rien à voir avec le Compostelle de maintenant, il y a une flèche sur les 100 mètres. Évidemment, on avait encore des grosses portions de route, puisque, bon, évidemment, alors on sait tous, chemin de Compostelle, le chemin a été remplacé le sentier a été remplacé par un chemin, qui a été remplacé par une petite route, qui a été remplacée par une grande route, puis par une autoroute. Donc maintenant, les chemins de Compostelle, c'est des détours et des tours pour retrouver le cheminement traditionnel, mais on n'est plus sur le chemin lui-même. Donc, on avait des périodes des passages de route très, 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 très durs, longs, et on avait possibilité de faire des variantes. Mon topo guide et mon prof nous avaient donc conseillé des variantes dans la pampa pour éviter les portions de route. Donc, voilà, c'était mais pas du tout le c'était chemin classique. vraiment l'aventure du pèlerin. Ouais, ouais. On avait la boussole, on avait la tente, on se lavait dans les ruisseaux. Quand on trouvait un village, on était très heureux d'avoir un peu d'ombre. Mais dans mon souvenir, on stationnait pas vraiment ni dans les grandes villes ni dans les villages. A contrario, voilà, après Pamplona, impossible de s'arrêter. On a été dormir dans les vignes. Après Logrogne, on a été jusqu'au lac. Nous, c'était notre trip, c'était de dormir dehors, Donc, de à rencontrer les cette gens, quoi. époque-là, vous dormiez dehors. Il n'y avait pas Ouais. beaucoup d'accueil de pèlerins non plus, Très j'imagine. peu, Même dans les très peu, villages, très ils peu. savaient qu'il y avait un mythe ou une légende de chemin, mais pas Ouais. plus qu'il faut, là. Ouais, ouais, le souvenir le plus émouvant, c'est d'arriver dans des villages et quand les Espagnols viennent vous toucher l'épaule en tant que pèlerin, ils reconnaissent le pèlerin et la tradition veut que, voilà, on vient toucher le pèlerin et c'est des choses qui se faisaient maintenant. Je dirais que qui se faisait à l'époque, je dirais que de nos jours, ça pourrait encore se faire, mais c'est plus au pèlerin d'aller à la rencontre de la personne, parce qu'évidemment, quand on voit 300 pèlerins par jour au bord de son champ, on n'a pas envie d'aller toucher l'épaule des 300. Mais encore maintenant, quand on va parler aux paysans,
Ouais. ben, il est prêt à discuter, il est prêt à échanger, et ça, c'est encore chouette, quoi. Donc, C'est vous important. aviez généralement dormi dehors et tout. Ouais. Est-ce que vous aviez vu d'autres pèlerins? Alors, on a rencontré très peu de pèlerins. On a rencontré peut-être, allez, quatre, hein, moi je dirais quatre ou cinq pèlerins. Voilà, le souvenir que j'ai, c'est qu'on dormait à Cyrus Ménor dans l'église, au-dessus de Pamplonne, hein, et que l'orage a commencé à gronder, et qu'on a vu arriver dans la nuit deux grandes ombres. C'était deux pèlerins qui venaient parce qu'ils s'étaient fait chasser par la police des faubourgs de Pamplonne pour arriver jusque-là. Ils arrivaient en pleine nuit, on les a accueillis évidemment dans notre petite église où on s'était hébergé. Voilà. C'était vraiment des rencontres de ce type, donc très peu de pèlerins. Un groupe de séminaristes aussi qu'on a rencontré qui marchait, deux séminaristes. Sinon, voilà, des gens qui, comme nous, étaient vraiment dans l'esprit de découverte, de redécouverte de cette belle aventure. Précisons-le, on ne l'a pas dit tantôt, là, mais vous n'aviez pas fait à cette époque-là tout le chemin. Vous étiez arrêté à Ouais, Santo Domingo de la ouais, de Calza, la c'est ça? Calzada. Oui, Oui, de oui, la tout à fait. Calzada, oui. C'est là où il y a le coq chantant, hein? Oui, c'est OK. ça, le coq qui chante. Magnifique, magnifique. Des souvenirs Ça extraordinaires. sera pour une autre, ça sera pour une autre entrevue, ça. Là, on a déjà trop assez de choses à faire comme ça. Ouais. Dis-moi, donc, il n'y avait pas de balisage, je veux dire, les petites bornes qu'on a aujourd'hui, on oublie ça. Non, Il y avait, tout tu simple. sais, c'est ça, on se débrouillait avec notre topo guide, ta boussole Ouais. et... Carte boussole topo guide, pas de balisage, pas d'albergue comme on en trouve maintenant. Quand les pèlerins qui faisaient le chemin pouvaient éventuellement aller à l'hôtel, mais nous, c'était pas notre trip, on n'avait pas les moyens. On a été hébergé une nuit chez un habitant, tout simplement. Hein. Toc toc, bonjour, on est pèlerins. Est-ce qu'on peut dormir? Donc on a eu cette chance-là. Et puis à Santo Domingo, il y avait un accueil pèlerin de la paroisse, hein, tout simplement, voilà, chez les prêtres. Pour ce qui est de la nourriture, c'était pas un problème parce que vous passiez à travers des villages, donc il y avait de la nourriture Ouais, quand même. Et oui, même oui, si oui, des oui, oui. fois, même si des fois vous faisiez des détours et vous vous perdiez un petit peu, il y avait quand même là, de Ah oui. l'habitation et de la civilisation, là. Oui, oui, oui. On mangeait beaucoup de boîtes à l'époque, hein, mais des boîtes de thon, je m'en souviendrai toujours. OK. Mais ouais, ouais, oui, oui, on trouvait bien sûr de quoi. Et on était encore en peseta à l'époque, hein, donc il fallait convertir, on était parti Ben oui, c'est vrai. avec l'argent en liquide sur nous, parce qu'on avait Il quoi, y on avait une n'était pas carte bleue, frontière. hein, c'est Hey, ça, hein, comment oui, ça il y se avait une passait la frontière. frontière dans les Pyrénées? Comment ça se passait, Ah, ça? on a vu personne, on est parti de Saint-Jean-Pied-de-Port, on est monté là-haut, hein, on est passé à Roncevaux, mais la frontière c'était franchir une clôture avec des barbelés, hein, mais une clôture agricole, hein, pas une clôture comme on peut imaginer. C'était tout simple. Ouais, ouais. OK. Non, non, c'était bien sympa, ouais, ouais, c'était chouette. C'est vraiment très artistique, hein? C'est Oui, 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 artisanal. puis ouais, très Dis-moi, agréable. on pourrait parler encore longtemps de ça. On a environ 5 minutes ensemble. Ça t'a pris presque 30 ans pour C'est ça. terminer ton chemin. Mm, tout à fait. T'as pas eu J'y ai pensé pendant l'appel 30 ou ans. la vie t'a pas permis de... Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'y ai pensé quasiment tous les ans pendant 30 ans, il faut dire ce qui est, mais voilà, la vie n'a pas permis d'eux, je me suis pas donné la peine d'eux. Et puis c'est un pote un jour qui me dit bah écoute démerde-toi, moi en mai je pars quoi, et viens avec moi. Je dis ok, je me démerde, challenge. Et je me suis débrouillé avec mon boulot, c'est pas facile parce que je travaille avec des enfants et le mois de mai c'était pas le mois idéal, mais j'ai réussi. Puis là c'était vraiment trop, voilà, c'était impossible de m'arrêter quoi. On s'arrête plus maintenant, hein. Ça continue, ça continue, ça continue. Donc, en 2013, t'es reparti de Santo Domingo. Et oui, alors le projet en 2013 c'était en mai de faire Santo Domingo jusqu'à Léon, ce que j'ai fait. Et ensuite, en octobre, de faire Léon-Santiago. Mais en octobre, j'avais déjà été piqué par le virus et finalement, je suis reparti de chez moi, dans l'Aude, ici, là, pas très loin là où j'habite. Et j'ai fait les 1700 km d'un coup pour refaire tout le chemin en entier depuis la France jusqu'à Santiago, Fisterra, Murcia, voilà, le grand périple. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'évolution, transition de 1986 à 2013 qui ressemble plus à des moments contemporains à aujourd'hui? Je sais, c'est Ouais, sûr, il y a plus de gens, c'est plus développé et ouais. tout, mais comment tu reçois ça, toi? Bah, je suis un petit peu en désaccord avec un ami, justement, avec qui j'ai fait le chemin en 86, Thierry, qui lui, pour lui, c'est plus possible de faire Santiago maintenant parce que il dit c'est l'autoroute à pèlerin, c'est l'usine. Et moi, j'y trouve, même si effectivement il y a beaucoup de monde, j'y trouve aussi un avantage de convivialité, de rencontrer des gens, de partager des cultures avec des gens du monde entier, ce qui était pas le cas en 86. Donc en 86, on était plus dans un chemin intérieur, on était plus dans un chemin de nature, culture nature, et maintenant effectivement on est à la fois
sur un chemin de culture, mais de culture de rencontrer les personnes. La nature, effectivement, est moins présente. Donc, culture, moi j'adore. Moi, franchement, rencontrer des gens sur le chemin de Saint-Jacques, tous les jeunes qui sont présents, les gens de tous les pays, c'est une rencontre extraordinaire. Donc, je pense que la liberté n'y a pas perdu. Voilà, mais peut-être que trop optimiste, mais moi je dis, pour moi, le chemin, c'est la liberté. Et la liberté de 86 et la liberté de nos jours, ben, c'est chacun qui se la cherche, chacun qui se la trouve, se la fabrique, et je pense qu'elle n'y a pas perdu. Donc, on continue à pouvoir être libre. Quel beau mot. Moi, j'utilise régulièrement ce terme-là, évidemment, entre marcheurs, pèlerins, on se comprend, liberté, c'est l'essence même de ce type d'expérience-là. Puis ce qui est vraiment génial de Compostelle, même aujourd'hui, c'est qu'il y a différents chemins. Et si tu veux te retrouver sur un chemin où tu veux plus partager avec les gens, bien, le Camino Frances est parfait pour ça. Puis si tu veux être plus isolé, bien, il y a plein d'autres chemins où on peut se retrouver isolé. Tu en as eu l'expérience, d'ailleurs, en terminant peut-être, avant qu'on se quitte, tu as fait le Camino del Norte, le Portugais, etc. Comment tu as vécu ces autres chemins-là? Bah écoute, franchement, j'ai adoré le Camino del Norte. Moi, je lisais un de tes commentaires sur le goudron, qui reste très pertinent, mais moi, j'ai beaucoup fait de variantes sur le chemin del Norte. Donc, je suis resté vraiment beaucoup sur la côte. Même quand le chemin n'y allait pas, je m'amusais bien à garder la côte et j'ai vraiment eu un grand régal sur le Norte. Mais de nature, à peut-être retrouver cette sensation de 86, vraiment d'être dans la nature, dans l'état naturel, être au bord de la mer, et sur les plages, de marcher sur les plages et tout ça, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Le portugais plus solitaire aussi, puisque surtout j'ai commencé à Lisbonne. La plupart des gens commencent à Porto. Moi, j'ai commencé à Lisbonne et la partie Lisbonne-Porto est très peu fréquentée. À partir de Porto, on rencontre un peu de monde, mais j'ai pris aussi la variante littorale. Plus après la variante spirituelle où on peut prendre un bateau qui s'appelle la barca qui nous amène sur Padrón. Et ce sont des chemins où on retrouve quand même cet esprit de liberté, d'indépendance et comme tu dis, de pouvoir faire son choix. Voilà. Si on a envie d'aller au contact des gens, on peut, mais on peut rester aussi dans son home. C'est quoi le prochain projet? Ben là, on était parti sur l'idée peut-être de faire la Via de la Plata, tout simplement. Okay. C'est un petit peu plus long, mais c'est une idée qui reste présente. OK. Donc, ça pourrait faire. On verra si au mois d'octobre, on peut se permettre de le faire. On espère, on croise les doigts. Oui. Qu'est-ce que tu retiens de 30 ans d'aventure, plus de 30 ans maintenant d'aventure comme ça? Ben moi, je retiens toujours ce que je te dis, c'est la liberté, la disponibilité. Je trouve que c'est des concepts philosophiques qui sont véhiculés par des philosophes, mais qui sont vraiment à vivre sur ce chemin. La disponibilité, la liberté, c'est la capacité de rencontrer qui on veut, de changer son programme, de rester un jour, de pas faire ce qu'on... On rencontre des pèlerins moi j'appelle ça des pèlerins, des PGV, des pèlerins grande vitesse. On rencontre des gens qui sont stressés par leur podomètre. Moi je leur dis toujours, ben non, chacun fait son chemin évidemment, mais pour moi le chemin c'est la disponibilité. Voilà, si je te rencontre, ben, je peux rester un jour avec toi, je peux marcher 3 jours avec toi et puis arrêter de marcher avec toi. Je peux rester là, je peux prendre des variantes, des chemins de traverse. Donc c'est ça vraiment que je retiens, moi, le contact avec la nature, le contact avec l'homme, et puis voilà, cette disponibilité, cette grande liberté qu'offre le chemin, plus qu'une rando classique, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a aussi cette dimension spirituelle finalement, de la rencontre avec un pays, des personnes et la nature. En pré-entrevue, tu m'as expliqué que le copain avec qui tu avais marché en 86, lui, il retournait en 87 pour terminer son chemin. Est-ce qu'il a eu une Compostela ou non, on n'en remettait pas? Hein? Oui, on a la Compostela qui est la même qui a duré jusqu'en 2013. Justement, moi je l'ai eu en 2013, l'ancienne qui était en latin. Et on mettait encore notre nom en latin, on traduisait notre nom en latin. Donc c'est l'ancienne Compostela qui a duré 2013-2014 et je pense qu'à partir de là, ils l'ont changé pour la nouvelle qu'il y a actuellement. Oui, il y avait déjà cette Compostela, il y avait déjà la possibilité de dormir à l'hôtel des Rois catholiques. Même à l'époque, je pense qu'on pouvait dormir à l'hôtel des Rois catholiques, parce que maintenant on peut manger un petit déjeuner, un repas de midi ou du soir, mais à l'époque on pouvait dormir à l'hôtel des Rois catholiques avec sa Compostela à Santiago. Shirley, tous mes invités ont une richesse tellement agréable. J'aime beaucoup mettre les gens à l'honneur, la rando à l'honneur. Toi, tu avais une particularité et vraiment, là, j'ai vraiment adoré pouvoir parler avec toi de 86. Et si jamais les gens veulent aller faire un tour, parce que ton groupe, là, c'est ça, tu l'as créé pour ta page groupe, tu l'as créé pour que les gens puissent se remémorer un peu 1986. Donc, peut-être le rappeler, c'est quoi le nom du groupe si les gens veulent se joindre? J'ai fait 1986 Chemin de Compostelle.
c'est une page Facebook. J'ai aussi une page chemin portugais, aussi une page chemin du Puy, parce que j'ai fait chemin du Puy, c'est mon dernier. Hein. Donc voilà, tout ça on le trouve sur Facebook. Et ouais, l'idée c'est bien ça, c'est de partager. C'est des gens qui auraient fait 86, de partager des expériences aussi. Ouais, tout à fait. Charlie, merci beaucoup pour ton temps, ton Merci témoignage. à toi, mon grand. Super. Belle aventure. C'est la portion de l'émission, j'aime bien vous parler de la prochaine étape. Ça vous tente de savoir comment ça marche sur le rando, où marcher, où manger, où dormir, quel équipement avoir, le sac, les bâtons, pourquoi des bâtons, les souliers, comment prendre soin de ses pieds, comment éviter les ampoules, etc. Plein de trucs à vous donner. Ça se passe entre autres avec les différentes formations que l'on offre. Alors, on a juste à aller faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Voyez le calendrier. C'est entre autres une façon de voir tout ce qui s'en vient comme activité. Entre autres, on peut voir que dès le mois de juillet, on a nos formations, nos week-ends formations rando qui se passent donc et il y a encore le temps d'en profiter avec un 10% de rabais. Le samedi, le week-end formation rando, c'est tout ce qui s'appelle théorique technique. On dit comment ça marche, la rando, la préparation. Et l'après-midi, on parle plus le côté équipement. Donc, le bon équipement pour partir en randonnée. Et le lendemain, le dimanche, on part faire une randonnée de 15 à 25 km sur le chemin du Québec. Donc, c'est vraiment un beau week-end, tout inclus finalement, pour que vous puissiez avoir toute l'information, puis ensuite aller faire votre magasinage. Parce que, comme je dis souvent à travers mes formations, ensuite, c'est vous qui allez dire au commis ce que vous avez besoin et pas l'inverse. Ben non. On ne veut pas que ce soit la caisse enregistreuse qui vous dit quoi acheter, parce que vous allez sortir de là avec 3 000 à 4 000 $ d'équipement que vous n'avez peut-être pas besoin. Alors, c'est l'inverse, il faut être bien formé avant d'aller magasiner. C'est ça que ça sert, entre autres, les week-ends formation rando et découvrir la rando. Regardez plein d'autres activités également. Au mois de juillet, on a notre rando cadeau pour ceux qui sont déjà diplômés. Le dimanche, c'est un week-end formation rando. Ils peuvent se joindre aux nouveaux diplômés. On a une semaine de rando qu'on vous invite. Rando séjour, donc, qu'on appelle au mois de juillet. On a les randos retrouvailles le 12 et le 19 juillet et ainsi de suite. Ça continue comme ça avec d'autres week-ends formation rando. Alors, allez faire un tour sur le site internet québeccompostelle.com. Vous allez voir, entre autres, les formations qui se donnent aussi en ligne. Peu importe où vous êtes installé à travers le Québec, à travers le monde, c'est possible d'avoir les ateliers. Uniquement les ateliers que vous pouvez regarder autant de fois que vous voulez pendant une semaine. On va vous expliquer tout ce qui se passe concernant la rando. Et puis, donc, vous aurez toute l'information. Mais également, ça vous tente, vous pouvez devenir membre de Québec-Compostelle. Il y a différentes formules. Et à la base, chacun des membres, ce que vous allez avoir, c'est vos ateliers au grand complet, près de 6 heures de préparation, formation. Vous allez avoir également toutes les randos d'un jour, tous les randos, les randos initiation retrouvailles qu'on appelle. Donc, il y en a 24 dans l'année, c'est inclus. Et en plus, vous allez avoir toutes les entrevues que je fais. Des gens partout à travers le monde, très inspirants. Tout ça, c'est inclus. Écoutez, c'est une valeur de 1 700 $ et je vous laisse ça pour des peanuts, finalement. Un abonnement vraiment très abordable à 17 $ par mois. C'est la première formule. Donc, regardez les autres formules. Vous avez besoin de plus. Tout ça est disponible sur le site internet québeccompostelle.com. Donc, voyez le calendrier sur le site internet. Trouvez votre atelier, trouvez votre chemin. Et puis, vous allez nous retrouver pour prendre une pause. Tu mérites une pause pour réaliser ce grand rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. québeccompostelle.com, donc sur Internet, également disponible sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec Compostelle, ça marche.